d'abord, je veux dire, de nous avoir accordé cette invitation. Donc, c'est très, très important. Comme on avait fait notre échange, c'était important, je veux dire, et on le fait en fait chaque année. On invite pas mal de philosophes, des auteurs, des médecins, etc. Et c'est en quelque sorte, en fait, des personnalités éveilleurs de conscience, hein. Et on en a vraiment besoin. On Euh, essaye, et oui, essaye. éveilleur de conscience, oui, parce que sur vos vidéos, voilà, vous impactez quand même pas mal de public. Et donc, c'était à ce titre, en fait, qu'il était très intéressant de faire un peu le lien avec l'Ayurveda. Et puis, voilà, comme on s'était dit au téléphone, peut-être faire une petite présentation de peut-être 15 minutes ou un peu plus, vous présenter et ensuite vous parler un peu de la médecine énergétique, hein, et comment fait-elle écho avec l'Ayurveda. Voilà. Je vous laisse un petit peu vous présenter. Je pense que vous êtes au mieux de le faire que moi. Et puis présenter votre sujet aussi. Et après, il y aura un temps d'échange comme souhaité en fait entre vous et les étudiants. Voilà, je vous laisse la place, docteur Baudin. À tout à l'heure. Voilà. Merci, merci Leïla, merci d'être là présent, merci de cette invitation. Et c'est vrai que c'est original parce que l'Ayurveda, il y a on ne m'a pas souvent demandé d'intervenir dans ce cadre-là, et pourtant, combien il y a de ponts et de ressemblances avec la médecine énergétique. Donc, pour me présenter, je suis Luc Baudin, on va faire court, je suis un ancien médecin, j'ai exercé pendant 25 ans et je suis spécialiste en médecine naturelle, donc j'ai travaillé beaucoup sur les plantes, la nutrition, l'ostéopathie, l'immunité, la micro-immunité, etc. etc. J'ai travaillé aussi, ce qui me passionne également, c'est toute la recherche sur la puissance de la pensée, à travers du stress, de la pensée positive, à travers des groupes de prière, etc. Et puis je suis aussi bien sûr spécialiste en soins énergétiques essentiellement et auteur et conférencier. Voilà, donc ça c'est une petite présentation courte, mais on va tout de suite aller au vif du sujet pour vous dire qu'en fait depuis toujours, moi j'ai été passionné par les personnes qui étaient capables de soigner uniquement avec leurs mains. Et donc, c'était un petit peu un fil d'Ariane que j'avais perdu, mais que j'ai suivi d'une manière inconsciente. Et c'est pour ça que j'étais très heureux d'avoir dans mon cabinet à l'époque des magnétiseurs, des guérisseurs, des barreurs de feu, des médiums, etc. Donc, on a échangé beaucoup. Ils m'ont fait confiance, ils m'ont transmis un certain nombre de données. Et c'est vrai que moi, j'aime bien voyager également. Et donc, j'ai été en Inde, particulièrement pendant 6 mois, enfin, Inde, Népal, Ceylan, pendant 6 mois. Après ça, j'ai été faire une mission humanitaire au Tibet, j'ai été en Chine plusieurs fois, etc. etc. Donc, j'ai rencontré un certain nombre de guérisseurs aux Philippines, etc. Et toutes ces techniques, je les ai j'ai vu leur efficacité, mais seulement comme j'étais médecin à l'époque, même si j'ai commencé mes premières spécialités dès que je me suis installé, j'étais déjà acupuncteur, donc quelque part j'étais dans l'énergétique, j'étais homéopathe, donc déjà dans la médecine informationnelle, c'est une médecine vibratoire, après ça dans la sophrologie qui était la puissance de la pensée, et donc j'étais déjà quelque part dans les soins énergétiques, mais voyant toutes ces techniques, je ne me suis pas permis de les exercer pendant un premier temps parce que je ne savais pas comment ça marchait. Et puis, quelques temps plus tard, j'ai commencé à étudier les traités de physique quantique et là, tout s'est éclairé. Tout s'est éclairé parce qu'en fait, toute la matière, toutes les atomes, les particules sont formés de l'énergie concentrée. Et pour bien vous situer le problème, la situation, c'est que l'énergie se concentre régulièrement pour donner des particules et les particules se relibèrent pour redonner de l'énergie. Donc, c'est ça d'une manière. Et donc, je fais toujours une analogie avec l'eau qui est sous forme liquide. Et donc, quand on monte la température, ça devient de la vapeur d'eau. Et quand on rebaisse la température, ça redonne de l'eau. Donc, ça veut dire que l'eau liquide et la vapeur d'eau, c'est la même chose. Et bien, de la même manière, l'énergie et la matière, c'est la même chose.
c'est la même chose. Donc, c'est là aussi, c'est relié par des forces qui sont aussi des émanations de l'énergie, des forces d'interaction faibles, fortes, gravitationnelles, électromagnétiques. Et donc, tout ça, on comprend que l'être humain est un être énergétique qui vit dans un maelstrom d'énergie qui l'entoure, qui le traverse, qui le nourrit et lui doit toujours, et ça c'est un des premiers points à comprendre, c'est qu'on doit toujours être en équilibre avec notre environnement déjà énergétique. Parce que s'il y a le moindre frein dans cette circulation énergétique à l'intérieur du corps, le transversé de ces énergies vont être bloquées et tôt ou tard, ça va nous entraîner vers des problèmes de santé. Donc, j'ai commencé à ce moment-là à exercer et puis, grâce à la médecine traditionnelle chinoise dont j'étais diplômé, et je me suis bien sûr intéressé à l'Ayurveda parce que l'Ayurveda est incontournable à mon sens, parce que la vision avec les corps subtils, avec les chakras, avec les nadis, avec la kundalini sont pour moi extrêmement importants dans les soins énergétiques. Et puis, à l'époque, j'avais aussi fait une formation en médecine traditionnelle européenne, grecque ancienne, si vous voulez. Donc, cette médecine grecque, il faut bien savoir qu'elle a été détruite par l'invasion des Perses, mais après, elle a été reprise par les Arabes, traduite en arabe, et elle est revenue un petit peu au Moyen-Âge, mais d'une manière très déformée. Tant et si bien que ce qui était très intéressant quand on voit cette médecine grecque ancienne, eh bien, elle datait de la même époque que l'Ayurveda, elle datait de la même époque aussi que la médecine traditionnelle chinoise, et moi j'avais vu aussi la médecine traditionnelle tibétaine, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'époque, il y avait des échanges entre ces différentes médecines traditionnelles qui sont proches mais différentes, en sens que la médecine chinoise, c'est avec 5 éléments, et la circulation des énergies dans les méridiens. L'Ayurveda, je ne vous fais pas de dessin, c'est qu'il y a aussi il y a 6 éléments, enfin, qu'il y a 5 éléments qui se traduisent avec 3 terrains principaux. Il y avait la médecine grecque, elle avait 4 éléments qui sont la terre, le feu, l'eau et l'air, et avec un 5e élément qui est l'éther, qui est dans tout. Mais on retrouve des ponts qui se retrouvent avec des soins qui se ressemblent, même si chacun utilisait les plantes locales. Donc on retrouve les plantes chez les Chinois, on retrouve les plantes qui sont remarquables. Et moi, j'avais beaucoup regardé de près. C'était une plante qui m'a toujours intéressé, c'était le triphala. Triphala qui, comme vous le savez, peut agir sur les 3 terrains à la fois et qui est très très important pour le transit intestinal. Et Dieu sait que les problèmes intestinaux sont des fléaux, une des causes principales des pathologies qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Et donc, toutes ces médecines, quand je voyais les magnétiseurs, je voyais la physique quantique, on rajoutait à ce moment-là la vision chinoise et la vision de l'Ayurveda, ça commençait à prendre un ensemble très cohérent avec l'être humain est un être énergétique. Le premier corps énergétique, c'est le corps physique, et qui est formé d'énergie, dans lequel circule l'énergie à travers les nadis, à travers les méridiens. Moi, j'ai vécu aussi en Polynésie où ils parlent, à la place des nadis, ils parlent des petits fils Aka qui circulent, qui traversent l'énergie. Et donc, après ça, vous rajoutez les corps subtils, vous rajoutez les chakras, la kundalini, et commencez à voir la constitution de l'être humain. Ce qui est intéressant également, et ce sur quoi je me suis penché, c'est que toutes ces médecines traditionnelles ont fait un travail remarquable, mais on décrit aussi tous ces éléments à leur manière, c'est-à-dire avec les connaissances de l'époque. De l'époque, par exemple, on peut aussi, au lieu de présenter les corps subtils qui sont à la fois en dehors de nous et à l'intérieur de nous, parce qu'ils sont sur des fréquences différentes, donc ils peuvent se situer au même endroit, donc ils sont à l'intérieur de nous. Chaque corps subtil est une fréquence qui va s'élever au fur et à mesure. Eh bien, on peut les présenter aujourd'hui comme étant des hologrammes.
qui ont des formes géométriques qui tournent autour de nous et qui nous renvoient un petit peu les miroirs. On peut présenter aussi les chakras comme étant des petits trous noirs dans lesquels rentrent les énergies. Alors, on parle toujours des 7 chakras principaux, mais il faut savoir qu'il y a des nouveaux chakras qui sont apparus depuis quelques années. Il y en a 6 nouveaux et qui sont aussi intéressants pour la circulation, dont il faut tenir compte aujourd'hui. Et ces chakras, mais il y a aussi des chakras secondaires, il y a des chakras sur toute la peau, et il y a chaque cellule a un mini chakra également qui lui permet d'entrer et de sortir des énergies. Donc, il faut savoir, on peut représenter aussi, il y a une mauvaise compréhension aussi de la notion de la circulation d'énergie circule bien sûr dans les nadis, dans les méridiens, dans tout ça. Mais ce qu'il faut comprendre, ce qui est mal interprété, c'est qu'est-ce que va faire cette énergie. On a trop tendance à considérer que ça va donner l'énergie du corps. Oui, ça va donner la force, la vitalité, le mana. Mais l'énergie qui sert à faire fonctionner le corps, c'est une énergie, je dirais, plus d'ordre chimique, dans ce sens qu'elle est fabriquée par les mitochondries à partir de l'air, de l'oxygène que l'on respire et qui va fabriquer ce qu'on appelle l'ATP, l'adénosine triphosphate. C'est vraiment cette molécule qui est l'énergie du corps physique. Mais les énergies qui rentrent dans notre corps, à quoi servent-elles alors? Elles vont servir déjà pour nourrir certains organes, glandes hormonales, plexus nerveux, mais aussi elles vont aller stimuler sur un plan tout à fait différent. Elles vont travailler sur un niveau particulier, parce que les particules qui constituent notre organisme, les molécules qui constituent notre organisme, s'usent avec le temps comme tout le reste. Et donc, il convient de les régénérer. Et ces énergies qui vont dans les cellules ne vont pas agir pour faire fonctionner les cellules, mais pour régénérer toutes les molécules et particules de nos cellules et donc de notre organisme, et quelque part de leur redonner leur vitalité et par là même la vitalité du corps et de l'organisme. Voilà, donc c'est un petit peu une vision différente et c'est un petit peu complémentaire, je dirais, quelque part. Et c'est un peu comme les méridiens. Je n'ai pas regardé par rapport au Nadi, moi j'ai regardé par rapport plus aux méridiens. Ce qu'il faut voir, c'est que les méridiens ne s'arrêtent pas au niveau des doigts, au niveau des pieds, au niveau de la tête, au niveau de la poitrine, c'est qu'ils vont continuer aussi dans les corps subtils. Et donc, ça va donner une forme qui va être très proche, par exemple, de ce qu'on retrouve dans le champ magnétique terrestre. Donc, on comprend mieux d'ailleurs comment ça fonctionne et que ça ne s'arrête pas uniquement au corps physique. Toutes ces énergies vont aussi travailler sur ces différentes enveloppes qui font partie intégrante de nous. Et donc, l'Ayurveda nous a ouvert vraiment des grandes portes sur ces corps subtils. Et donc, si ça vous intéresse, je pourrais vous en dire davantage sur les différents corps. Mais il est évident que ce qui est primordial, à mon sens, c'est de bien considérer que nous devons, et vous le savez très bien, c'est que l'important, c'est d'être toujours en équilibre avec notre environnement. Et tous les freins qu'il peut y avoir, et on les retrouve, qu'est-ce qui va provoquer des freins? On le connaît tous, c'est déjà les chocs émotionnels, le stress, la mauvaise alimentation, les problèmes digestifs, la pollution et tout ça, tous les problèmes physiques vont provoquer des freins sur le corps physique et les problèmes psychologiques également. Et donc, ça va être l'origine, si on ne fait rien, à libérer, à provoquer des troubles à plus ou moins long terme. C'est pour ça que l'Ayurveda, comme la médecine traditionnelle chinoise, et même les soins énergétiques que je conseille, c'est une très, très bonne indication pour la prévention des maladies. Bon, les personnes ne sont pas toujours prêtes à bien comprendre ça, mais Dieu sait que c'est la véritable médecine, je dirais, quelque part. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour et c'est vrai que quand moi je fais des soins énergétiques, j'ai repris un certain nombre de techniques que j'ai récupérées à droite à gauche et que à ce moment-là, c'est vrai qu'elles étaient compliquées, elles étaient longues, fastidieuses, chacune d'elles. Et en fait, mon premier travail, ça a été de les simplifier, de les épurer un petit peu de tout. Et donc, en les simplifiant, je me suis aperçu que ça les rendait aussi encore plus performantes. Et après ça, j'ai commencé à en rajouter d'autres et j'ai commencé à les modifier, à les faire évoluer, à donner un espèce de protocole de base où il est logique de commencer, par exemple,
de recentrer les corps subtils avant de travailler dessus. Il est logique de vider les énergies usagées avant d'en remettre des neuves. Et ça, je ne vous ai pas parlé des énergies usagées. Ça, c'est un élément qui manque, au moins dans la médecine traditionnelle chinoise. Je n'ai pas approfondi, mais je ne l'ai pas lu nulle part dans l'Ayurveda. C'est qu'en fait, l'énergie dont je vous parlais, qui va nourrir le corps, va régénérer les particules, eh bien, une fois qu'elle a été utilisée, ça devient une énergie morte, ça devient une énergie usagée, un petit peu comme l'eau que l'on boit va se transformer en urine et va être éliminée du corps. Or, il y a aussi une circulation parallèle des énergies usagées, un petit peu comme les artères apportent l'oxygène et les veines emportent le sang chargé de déchets. Et donc, de la même manière, les nadis, les méridiens, etc., apportent la bonne énergie, mais il y a tout un système aussi qui va collecter les énergies usagées pour les éliminer. Et là, il y a aussi beaucoup de pathologies qui sont liées soit à un blocage dans l'arrivée, soit un blocage dans l'élimination de ces énergies usagées. Donc, les soins vont aussi agir sur les blocages, souvent psycho-énergétiques ou physiques, mais surtout les psycho-énergétiques, parce que les chocs émotionnels sont extrêmement importants. Et j'ai repéré, moi, dans toutes les maladies, la maladie avait toujours un double sens, le sens que l'on connaît, que ce soit par les médecines traditionnelles ou la médecine physique, ou la médecine conventionnelle, mais ça aussi, il y a toujours une symbolique qui se cache derrière et qui est important pour le patient de le comprendre. Parce que, par exemple, si j'ai mal à mon genou, sans doute que j'ai peut-être trop forcé, trop bougé, etc. Oui, c'est vrai, c'est juste. Mais il y a des fois, dans mon passé, j'ai fait la même chose et pourtant, ça ne m'a pas donné le problème. Alors, on peut dire, oui, mais tu vieillis. Oui, c'est un peu facile comme réponse. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que dans la vie présente, j'ai une situation où je suis trop rigide sur ma position, où je ne veux pas fléchir, je veux pas, et si je fléchis, j'ai l'impression de me mettre à genoux devant mon interlocuteur et je ne veux pas. Et donc la douleur du genou est aussi, en plus du côté physique, c'est aussi un côté symbolique qui est là en train de te dire, là, tu es trop rigide, et donc ce n'est pas simplement une histoire de comprendre ça, mais ça va nécessiter également que la personne change, assouplisse ses positions si elle veut véritablement aussi guérir complètement. Donc c'est pour ça, les chocs émotionnels, psycho-énergétiques, on peut les enlever également et ça permet à la personne de solutionner son problème. On ouvre bien sûr ouvrir les chakras et donc c'est les 7 chakras plus les 6 nouveaux qui sont apparus depuis, maintenant ils ont commencé il y a 10-15 ans. Et puis après ça, la relance de la circulation énergétique du corps. Donc tout ça j'ai fait tout un protocole qui bouge aussi avec le temps. Et même les techniques fondamentales ont changé diamétralement. C'est qu'autrefois, quand on faisait les soins comme les magnétiseurs, même on voyait ça aux Philippines, etc., c'est qu'on prenait les éléments qui étaient nocifs, on les coupait, on les tranchait, puis on les envoyait à l'autre bout de l'univers pour qu'ils aillent jouer ailleurs. Et bien là, maintenant, depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, il y a une nouvelle technique qui a transformé radicalement tous les soins énergétiques. Eh bien, c'est une technique qui consiste tout simplement à faire de la transmutation. On va transmuter tout ce qui est mauvais en positif. Donc, c'est quelque chose qui a changé diamétralement tous les soins, qui a rendu les soins de plus en plus faciles, aisés, parce que tout le monde est capable de réaliser des soins énergétiques avec un minimum de connaissances et de pratiques. Et la transmutation, on est sorti de l'acte guerrier pour en faire un acte d'amour. Donc, c'est beaucoup plus agréable à faire, c'est beaucoup plus agréable à recevoir pour le patient, et il y a beaucoup moins de risques de transfert aussi au niveau des énergies, parce que vous savez bien que quand on fait des soins, même que ce soit des massages, que ce soit des réflexothérapies, etc., eh bien, on est en contact avec son patient et il y a un risque toujours de transfert
de mauvaises énergies du patient vers le thérapeute, ou inversement d'ailleurs quand le thérapeute est mal disposé ce jour-là. Et donc c'est très important de travailler en priorité sur une protection systématique quand on fait, à mon sens, des soins énergétiques, mais aussi le massage, la kinésithérapie, etc. Parce que autrement, on reçoit des mauvaises énergies qui vont à ce moment-là nous perturber. Voilà, après ça se rajoutent d'autres techniques qui sont nombreuses également, qui permettent aussi d'aller interroger notre enfant intérieur pour aller connaître un petit peu la direction de sa vie. Il y a aussi un mouvement qui est extraordinaire, extraordinaire, c'est le mouvement primordial. C'est un mouvement que j'ai découvert tout à fait par hasard en faisant des soins, et j'ai rencontré une seule autre personne qui avait découvert ça, à peu près en même temps que moi d'ailleurs. Lui, il l'avait découvert en tenant un caillou sur le chemin. Il a senti le mouvement à l'intérieur de ce caillou. C'est un mouvement en 8. C'est un mouvement en 8 ou un mouvement en forme de tore. Et c'est le mouvement qu'on retrouve dans tout, tout dans la matière. C'est qu'on va le retrouver dans la particule, on va le retrouver dans la molécule, dans la cellule, dans l'organe, dans l'organisme humain, on va le retrouver dans un arbre, dans un animal, on va le retrouver sur les planètes, on va le retrouver sur l'univers entier. C'est pour ça que l'univers est formé d'énergie, mais pour organiser aussi cette énergie, vous savez, particules, énergie, matière, c'est que pour l'organiser, il a fallu qu'il y ait une information qui a décidé que telle énergie va se transformer en telle particule, que ça va former. Donc c'est aussi, et l'information, c'est aussi, ça nous montre la puissance de notre pensée qui est très très importante. Et c'est ce que je dis souvent aux personnes qui font des soins. Je leur dis, soyez toujours dans l'envie de soigner, parce que si vous n'êtes pas, il y a déjà ce passage qui va se transmettre aux patients, et simplement d'être, si vous ne l'avez pas ce jour-là, je dis souvent en plaisantant, rendez un grand service à vos patients, restez couchés. Et ça, c'est très, très important, parce que là, on peut transmettre aussi des mauvaises choses à notre patient si nous sommes perturbés. Voilà, donc, mais ce mouvement primordial est extraordinaire parce que ça nous montre qu'en fin de compte, tout dans l'univers, de la plus petite particule à l'univers entier, tout est énergie, tout est information, et tout est animé par ce mouvement primordial. Je dirais quelque part que tout est conscience. Nous sommes dans un monde, nous sommes des êtres conscients, vivant dans un monde de conscience, avec les arbres qui ont une conscience, les animaux ont une conscience, les planètes, les éléments, tout ça sont des consciences. Et donc, c'est pour ça qu'il faut toujours arriver, l'harmonie est toujours important, et toujours dans le respect. Le respect, et c'est pour ça que quand je vois qu'on est parti à la conquête de l'espace, là, je veux dire que déjà, ça me fait mal au cœur d'entendre parler conquête, et on va avoir des gros déboires à ce niveau-là, parce qu'on est là, si on y va justement en considérant qu'on est des êtres conscients qui vont rencontrer d'autres êtres conscients et qui vont partager, là, on va arriver sur des choses qui seront merveilleuses. Voilà, donc je ne sais pas si, parce qu'il faut couper le micro au bout d'un moment, parce que je suis parti loin. Bon, Leïla, ça va pour Eh bien, c'est parfait, docteur Baudin. Là, peut-être je suis avec plus les docteur étudiants, maintenant. un échange, Je posez vos questions. ne suis plus docteur parce que je me Alors, suis Luc voilà, parce que je me suis désinscrit volontairement au Conseil de l'Ordre il y a une dizaine d'années, parce que justement, ils étaient dans l'opposition contre les médecines naturelles, dont en particulier l'Ayurveda et tout le reste. Et comme moi, j'étais plutôt pour prôner leur développement, je me dis, je ne vais pas payer des cotisations à quelque chose qui est un organisme qui pense l'inverse de moi. Voilà, il faut vivre en adéquation avec ses pensées. Donc, je ne suis plus docteur, je suis Luc Baudin, et ça me va très bien. Luc Baudin, mais c'est parfait. En tout cas, je suis ravie, je veux dire, que d'anciens médecins en fait, puissent faire cette prise de conscience et puis pouvoir transmettre des messages que l'inconscient collectif est prêt à recevoir en ce moment. Il y a pas mal de personnes beaucoup de femmes, vous voyez, parce que 98% de nos étudiants sont féminins. Et donc, on a ici, par exemple, dans l'Assemblée, là, on a un seul homme, et puis dans vous, il y a autrement beaucoup de femmes. Et on aimerait bien aussi que l'élément masculin aussi intègre un petit peu cette conscientisation. C'est vrai que la conscientisation, mais vous savez, déjà ce qu'on voit, c'est que depuis quelques mois, avec l'arrivée des nouvelles énergies en particulier, il y a une énergie yin
qui rentrent enfin sur cette terre. Et donc, c'est très, très intéressant. Et j'aimerais bien justement que, vous voyez, que les femmes partagent beaucoup plus les choses, en particulier au niveau politique. Mais ce que j'aimerais surtout, c'est que ces femmes restent femmes politiques et que ce ne soient pas des femmes hommes politiques, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je sais que on a besoin de yin, on a besoin de sensibilité, on a besoin de ressenti, on a besoin de personnes qui ont des émotions, mais spontanées, hein, des personnes qui ont vraiment l'impression qu'ils comprennent les choses. Et voilà, c'est mon rêve. Voilà. Donc, à vous, si vous souhaitez poser des questions, donc, je pense que ça peut faire un bel échange. Et ça va nourrir, en fait, cette rencontre. Il faut penser à mettre votre micro, par contre, si vous avez des questions. Bonjour Luc, moi je me lance du coup, j'en profite. Vous parliez du coup de... Oui. Faites un petit geste pour que je vois à qui. Voilà, ok, ça marche. Ok, c'est bon. Enchantée, merci beaucoup pour votre participation. Vous parliez de protection pour les soins énergétiques. J'aimerais bien que vous en dites un peu plus. Moi, j'ai commencé le massage, je ne savais pas du tout masser. Et c'est vrai qu'au début, j'étais épuisée après un soin. Maintenant, j'ai mes propres techniques, mais je serais ravie d'entendre vos conseils. C'est pas facile de l'expliquer en l'espace de 2 minutes. Ça en prend pas beaucoup non plus, mais c'est un petit peu long. Moi, dans mes bouquins, j'explique un petit peu comment faire un petit protocole, demander ce petit protocole que j'ai appelé tout simplement le protocole de protection des soins. Je dirais qu'à la base, pour faire simple, c'est-à-dire la première chose que vous pouvez faire d'une manière très simple, c'est de demander. Parce que vous savez, il faut demander, c'est la clé. C'est la clé de tous les soins, déjà énergétiques. Vous savez, demandez, vous aurez. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que vous demandez à qui vous voulez, à vos croyances, que ce soit, vous pouvez demander à l'univers, à la vie, à votre inconscient, à Dieu, à des êtres de lumière. Moi, je travaille toujours avec des êtres de lumière, avec des guides, etc. J'aime bien travailler avec Dieu parce qu'il est costaud quand même, il est bien. Donc, le truc, c'est travailler toujours en adéquation avec ce que vous pensez. Ne le faites pas parce que je le fais, faites ce que vous pensez vous. Mais vous appelez ce en quoi vous croyez et vous demandez parce que à partir du moment où ils sont respectueux de votre libre arbitre, c'est-à-dire que si vous ne demandez rien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes conscient, que vous êtes contente et content. Et donc, c'est très important parce que vous savez, c'est un peu comme notre conjointe. Hein, on vit ensemble et puis si il ou elle ne dit rien, c'est qu'on peut considérer que tout va bien, que tout se passe bien. Parce qu'on se dit, s'il y avait un problème, il ou elle nous le dirait. Eh bien là, c'est un peu la même chose. C'est que si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas, vous faites la demande et vous demandez tout simplement, pour commencer, une bulle de protection. Et c'est visualiser que cette bulle de protection, vous pouvez parler d'une bulle d'amour, par exemple. Ça, c'est encore plus positif. Une bulle d'amour, et cette bulle d'amour va laisser entrer les bonnes énergies, bien sûr, mais qui va aussi, au lieu de repousser les mauvaises, on va demander à ce que cette bulle d'énergie transmute toutes les mauvaises énergies en bonnes. C'est-à-dire que toutes les mauvaises énergies que vous pouvez côtoyer, eh bien, à ce moment-là, vont être transmutées, vont devenir bonnes et vont être bonnes pour vous. Parce que vous savez, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la personne malade, c'est une personne qui a un mal. Et donc, un mal, ça veut dire, sur le plan énergétique, qu'il y a des énergies viciées, des énergies mortes, des énergies perturbatrices. Donc, on est là pour les aider à s'en libérer, mais on n'est pas là pour les prendre sur nous. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut d'abord se demander cette bulle, n'hésitez pas à appeler vos guides, vos êtres, etc., de venir avant le soin. Et ce que je vous conseille, c'est de le faire ça avant chaque soin. Parce que c'est pas, ces protections vont devenir de plus en plus prolongées dans un temps très proche. Mais pour le moment, faites ça bien. Et si vous vous sentez, moi je dis toujours dans un soin, c'est très simple, hein, il faut rester très basique. C'est-à-dire que quand vous faites un soin, quel qu'il soit, et que vous ressentez des choses dans votre corps pendant que vous faites le soin, que vous ressentez par exemple des choses qui remontent dans vos avant-bras, que vous sentez quelque chose dans votre corps, une pression, etc., des chaleurs, etc.,
pensez en priorité que ça peut être un transfert d'énergie. Donc moi, quand je fais ça, je m'arrête, je refais mon protocole de protection, vous refaites votre bulle, redemandez vos aides qui viennent vous protéger et recommencez. Alors vous me direz, oui, mais ça peut être autre chose. Comme je dis souvent en plaisantant, oui, c'est peut-être la mousse au chocolat que vous avez mangé ce midi et que vous digérez mal. C'est vrai, mais je préfère m'arrêter une fois de trop qu'une fois pas assez. Voilà, mais je vous conseille ça vivement, la protection, parce que autrement, il y a beaucoup de personnes justement qui sont fatiguées, perturbées après les soins. Et vous savez, quand on fait un soin, on veut tellement bien faire. Bon, j'espère que c'est le cas pour vous aussi. On veut tellement bien faire à notre patient qu'en fin de compte, on ouvre tout grand notre cœur, on ouvre tout grand nos énergies. Et là, on est quelque part sans défense et on s'en prend plein. Et s'il y a des mères Teresa qui sont là dans l'assistance, je vais vous dire, nous ne sommes pas là pour… Si on prenait le mal des autres et encore que ça les libérait, bon, on pourrait dire que ce serait déjà une petite consolation, mais ça ne les soulagera pas du tout. Par contre, vous, ça vous alourdira. Voilà. Donc, pensez à cette protection qui est importante, à mon sens. Voilà. Merci beaucoup. Une autre petite question ou une grande? Oui, bonjour. Bonjour, Oui. Luc Baudin. Bonjour. Moi, j'aurais une question par rapport à la transmutation des mémoires erronées. Oui, parce que je vous suis depuis un moment. Ah oui, je vois ça. Je voulais savoir si c'est quelque chose qui devait être fait au quotidien, régulièrement, ou si une fois que le cas s'était amélioré, on pouvait arrêter de le faire. Vous avez une pensée? Ça peut être une faim émotionnelle, un stress chronique, des choses comme ça. Alors, ce qu'il faut, ça fait partie de, comme vous le savez, de Ho'oponopono, et en particulier du Ho'oponopono nouveau que j'ai mis en place parce que le principe de Ho'oponopono et de la loi d'attraction, d'une manière générale, c'est que tout ce que nous vivons dans notre vie, c'est nous qui l'avons attiré. Donc, c'est à la fois une responsabilité, mais c'est aussi un grand soulagement. Dans cette responsabilité, parce qu'on prend la responsabilité de tout ce qui nous arrive, et c'est pas toujours facile, parce que quand vous avez une altercation avec quelqu'un, eh bien, c'est jamais nous qui sommes responsables, c'est toujours l'autre. Et donc, de dire c'est moi qui suis responsable, ça gêne un petit peu. Mais ça veut dire que, pourquoi? Ça veut dire que nous avons une pensée, une mémoire, un programme, une croyance erronée qui a attiré cette situation-là dans notre vie. Et donc, ce qui est important, c'est que si on prend bien conscience que c'est nous qui l'avons fait, à ce moment-là, ce qui est génial, c'est qu'à ce moment-là, si c'est nous qui l'avons fait, c'est nous qui pouvons le défaire. Si on considère que c'est les autres qui sont responsables, c'est mon patron, c'est ma femme, c'est mon mari, etc., eh bien là, ça veut dire que nous sommes des victimes et que nous ne pouvons pas changer la situation parce que c'est simplement l'autre qui peut changer la situation parce que c'est lui qui l'a fait. Donc, c'est pour ça que ça nous donne un grand pouvoir sur notre vie, ça nous redonne le power. Donc, on peut faire Ho'oponopono. Donc, Ho'oponopono est déjà à faire sur toutes les situations désagréables que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Donc, et là, on va demander la transmutation. Moi, j'aime bien la transmutation divine parce que là encore, ça donne un turbo plus important de toutes les mémoires erronées qui ont amené cette situation désagréable dans ma vie. Et donc, je demande aussi la transmutation de ces mémoires jusqu'à l'origine première. En ce sens que pour qu'une situation, pour vous, se vienne conflictuelle, eh bien, une personne qui va vivre l'événement comme vous, vous allez peut-être considérer que c'est un événement majeur dans votre vie, et pour l'autre, va peut-être considérer que c'est simplement un simple désagrément. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, vous, ça a correspondu à des souffrances, à des croyances, à des mémoires, à des vécus, et qui ont été réactivés par ça. Et donc, si on ne travaille que sur la mémoire finale, je dirais, bien sûr, ça va fonctionner, mais ce qui est intéressant, c'est de travailler sur tout.
l'origine, pas aller jusqu'à l'origine première, parce que là, au moins, on est sûr que ça ne reviendra pas, ce genre de choses. Donc, c'est pour ça qu'il faut demander la transmutation divine des mémoires erronées jusqu'à leur origine première, et qu'elles soient transmutées en éléments positifs pour nous. Et donc, comme vous le savez, il faut le répéter, répéter, répéter plusieurs fois, cette phrase, même en la simplifiant au fur et à mesure. Et puis, alors c'est amusant, c'est que de temps en temps, on a des gros trucs qui vont aller très vite, en l'espace de 2, 3, 4, 5 minutes, on sent à ce moment-là un soulagement en nous, on sent une détente, on sent, comme moi je vois souvent, comme une lumière dans ma tête, etc. Et ça nous indique qu'on est arrivé au bout de ça. Il y a d'autres fois, c'est pour un petit truc. Moi, je me rappelle, il y avait un petit événement qui ne m'avait pas très méchant, mais puis je me dis, tiens, je vais quand même faire Ho'oponopono là-dessus. Eh bien, il m'a fallu faire 3 séances de 1/4 d'heure pour arriver au bout, parce qu'en fin de compte, c'était l'arbre qui cachait quelque chose de gros qui était derrière. Donc, c'est pour ça. Et on peut aussi faire Ho'oponopono nouveau sur le futur. C'est-à-dire que vous pouvez travailler, par exemple, le matin en demandant la transmutation divine de toutes les mémoires erronées qui pourraient amener à gâcher votre journée. Voilà, et que vous demandez à ce qu'elles soient transmutées en mémoire positive. Très bien, merci. Donc, quand ça a marché, on le sent. On le sent en nous. Il faut aller jusqu'au moment où ça marche, jusqu'au moment où on sent que ça lâche en nous. On sent un bien-être, on sent une détente, on sent de la lumière. Et vous voulez que je vous raconte quelque chose d'amusant? Allez, je vais vous raconter quelque chose d'amusant puisque vous êtes des thérapeutes. Quand un patient vient dans votre cabinet, eh bien, ça veut dire que c'est une personne malade. Donc, c'est quelque part une situation négative. Vous êtes en train, il y a une personne négative qui rentre. C'est pas elle n'est pas méchante, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est une personne négative. Donc, vous avez attiré une situation négative dans votre vie. Et donc, vous pouvez faire à ce moment-là Ho'oponopono sur la mémoire erronée qui a attiré cette personne négative dans votre vie. Donc, vous pouvez faire Ho'oponopono pour ça. Mais si vous faites Ho'oponopono sur tous vos patients, vous n'aurez plus de patients parce qu'ils ne seront plus attirés par votre cabinet. Voilà, donc, mais bon, il y avait mes patients qui me disaient, ah, docteur Baudin, si vous aviez plus de patients, vous n'auriez plus rien à faire. Ben, je dirais, tant mieux, j'irai faire autre chose, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de sous-métier. Voilà, donc et puis n'oubliez pas que ce n'est pas nous qui guérissons, c'est le patient qui guérit. Ça aussi, c'est très, très, très important. Très important, parce que vous ne mettez pas des charges sur le dos de vouloir absolument guérir le patient, c'est vous donner les outils, vous donner les conseils, et après ça, c'est au patient de faire son chemin. Et vous êtes là pour l'aider. Alors peut-être que vous allez arriver avec donner l'outil final qui va lui permettre de basculer vers la guérison. C'est ce que je vous souhaite. Mais seulement, ce n'est pas vous qui l'avez fait, c'est le patient qui l'a fait. Donc c'est très important parce que autrement, on se remet sur les épaules des choses qui n'ont pas lieu d'être, qui n'ont pas lieu d'être. Et vous savez, les patients sont souvent des petits coquins. Moi, je me rappelle d'un monsieur comme ça qui était venu pour un lumbago. Moi, je lui avais fait des soins, etc. Il était ressorti, plus de lumbago, plus de douleur. Et il revient 15 jours plus tard, en furieux, enfin, mine de rien, pas furieux quand même, mais en me disant, oui, ça n'a pas marché, j'ai toujours mon lumbago, etc. Donc, vous êtes embêté, bien sûr, sur cette situation. Sauf que j'ai vu 3 jours plus tard sa femme, et puis qui m'a dit, ah oui, vous êtes dit ça, oui. En effet, quand il est sorti de chez vous, il n'avait plus de lumbago, mais il a fait 7 austères de bois, et quand il a fait ces 7 austères de bois, en effet, le lumbago est revenu. Mais ils oublient des petits détails comme ça, vous voyez, donc c'est faire attention toujours à ça. Très intéressant, merci. Du vécu. Bonjour. Une petite question. Oui. Qui court? Ah, là, en bas, oui. Oh, ça marche. Bonjour, j'ai 2 questions. Alors, la première, c'est comment faire prendre conscience aux gens qu'on est énergie et faire prendre conscience que l'énergétique existe. Alors, je pose cette question parce que je fais aussi des soins énergétiques et des fois, quand je parle, les gens pensent que je suis folle, perchée. Ce qui doit être le cas, à mon sens. Mais... non, d'abord, ce qui est, moi, vous savez, c'est
je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. Ça, c'est depuis longtemps, on perd son temps et voilà. Par contre, les personnes qui sont intéressées ou intéressables et qui posent des questions, oui. Là, et souvent, moi, je m'appuyais un petit peu sur la médecine traditionnelle chinoise que les personnes commencent à connaître un peu plus que l'Ayurveda, et donc, je leur parlais de la circulation des énergies dans les méridiens. Donc, je faisais des choses très basiques en disant qu'il y avait de temps en temps, il y avait des blocages dans l'énergie de ces méridiens et que à ce moment-là, ça donnait trop d'énergie à certains endroits, des vides à d'autres, et que moi, j'allais enlever ces blocages pour qu'ils retrouvent l'harmonie dans leur corps et ainsi relancer leur processus d'auto-guérison, d'auto-réparation. Donc, si vous voulez, cette simple explication suffisait largement. Et après ça, s'ils voulaient davantage, oui, j'étais là prêt à leur expliquer tout ce qu'ils voulaient. Mais faut pas chercher à convaincre ceux qui ne demandent pas, a priori, mais vous pouvez faire souvent, moi je faisais sur mes patients la technique des petites phrases. Là, un petit hameçon que vous lancez comme ça, un petit truc sur l'énergie, sur les corps subtils. Tiens, vous aviez les corps subtils qui n'étaient pas à votre place aujourd'hui, puis vous continuez la conversation sur d'autres sujets sans avoir l'air de rien. Et puis de temps en temps, là, ils vont revenir des corps subtils, qu'est-ce que c'est ça? Et tatati. Et donc là, voilà, c'est Planter des petites graines, quoi. planter des petites graines, c'est exactement ça. Il ne faut pas forcer parce qu'autrement, plus vous forcerez, plus ça va se bloquer. Vous perdez votre temps. S'il se bloque de l'autre côté, et c'est utile pour personne. En fait. Ok. Et ma deuxième question, alors que je vis en ce moment, c'est le syndrome du charlatan. Alors en fait, comment se dire que ce que je fais aide vraiment en fait et que ça fonctionne quoi, au niveau énergétique. Vous voyez les résultats? Qu'est-ce que disent vos patients après? Ça leur fait du bien, mais bon. Mais bon, qu'est-ce qu'il vous faut comme autre preuve? Ah, moi, je rigolais parce que comme j'ai commencé en médecine, donc en médecine, je n'étais pas encore dans l'énergétique, mais je faisais déjà l'acupuncture et tout ça. Et il y avait en Normandie, il y a une expression, il y a mon patient qui revenait me voir quelques temps plus tard, et puis toujours très craintif de se dire justement, est-ce que ça a marché, etc. Et donc, je leur demandais, comment ça s'est passé, etc. Et l'expression normande, et qui est terrible, c'est la réponse, c'était c'est pas pire. Alors, c'est pas pire au début, même si je suis normand d'origine, on est toujours un peu. Bon, après ça, je raisonnais. Je dis, bon, allez, déjà, il n'est pas mort, donc il est déjà bien. Voilà, donc c'est le premier truc. Après ça, je veux dire, il est revenu. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être quand même quelque chose qui est content derrière. Et puis après ça, j'ai appris que c'est pas pire, c'est qu'ils étaient contents, et puis voilà, ils cachaient leur joie à leur manière. Et c'est pour ça, c'est les patients qui vont donner un petit peu cette confiance par rapport aux résultats que vous obtenez. C'est pour ça, au début, on est toujours un peu tous dans le stress et on n'est jamais prêt. Un médecin, on n'est jamais prêt. Moi, je me rappelle, à chaque fois, j'avais des remplacements, etc. Non. Et puis, d'un seul coup, j'ai un médecin qui est tombé malade et il m'a dit, tu n'as pas le choix, il faut que tu commences demain. Et là, c'est qu'on s'aperçoit que, en fin de compte, ça se passe bien, on est prêt, parce qu'autrement, psychologiquement, on retarde toujours. J'ai pas encore vu ça, il faut que je révise ceci, et ça n'en finit jamais. C'est nos petites peurs, ça. Oui, c'est normal. Après, sur la partie énergétique, c'est moins palpable dans le sens où la personne qui revient, elle se sent, ça lui a fait du bien parce que je pense qu'il y a l'énergie de la personne. Le fait de prendre un temps pour elle, ça lui fait du bien. Après, le résultat, je donne un exemple, si elle a mal au genou, elle se dit, bon, j'ai encore mal au genou, donc le résultat en soi, il n'est pas palpable parce que son mal est toujours là, mais ça lui fait du bien en fait. Donc, je ne sais pas, vous savez, vous allez me dire un peu, c'était Rabelais qui disait que l'art de la médecine est d'occuper le malade pendant que la nature le guérit. C'est ça ce que vous êtes en train de me dire là?
C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est lui qui se guérit, c'est le J'ai dit que patient. c'était le patient qui se guérissait. Oui, le patient qui se guérit, oui. Pareil. Nous, on va lui donner les outils pour avancer. Donc, sans les outils, sans les éclairages, sans les conseils diététiques, les soins énergétiques qui vont bloquer, etc. Moi, j'ai toujours vu mon patient repartait, il avait une douleur de genou, il sentait au moins une amélioration à la fin. Il y avait toujours une amélioration, il y avait toujours quelque chose. Mais continuer dans la dévalo, c'est bien, hein, vous êtes bien là, c'est tranquille. Hein. Oui, oui, c'est bon. Mais bon, mais arrêtez de vous remettre en question une bonne fois pour toutes. Observez, regardez, les gens sont contents, ils sont positifs. Après ça, vous êtes toujours en train de vous interpréter les résultats par rapport à des choses qui sont en dehors de vous et vous, d'un seul coup, vous n'y êtes pour rien. Bah, écoutez, vous n'avez plus qu'à faire des soins gratuits à ce régime-là. Il y en a qui me disent ah bah oui, mais les énergies, c'est gratuit. Ben, je dis oui, c'est gratuit. Moi, j'ai été chez Monsieur Carrefour l'autre jour, je suis sorti avec un pack d'eau. Ils m'ont couru après pour me faire payer, dites donc. Moi, je dis attendez, l'eau, c'est gratuit, c'est dans les rivières, etc. Ils me disent non, non, il faut payer. Donc, ceux qui me disent l'énergie, c'est gratuit, ben, je dis oui, c'est gratuit. Ben, allez-y, faites-le. Donc, arrêtez de dévaloriser ce que vous faites et regardez le résultat, vous y mettez votre cœur. Après ça, qu'est-ce qui va intervenir l'intention, parce que l'intention que vous y mettez aussi est très, très importante, même dans le soin. C'est déjà un soin à lui seul, déjà ça. Allez, confiance et regardez les résultats positifs. Merci. Bonjour. Yes. Pour rebondir sur ce que vous dites, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'en fait, les personnes qui viennent nous voir souvent sont dans l'attente, en fait. Voilà, dans l'attente de quelque chose. Ils viennent nous voir avec des soucis, des maux. Hein. Et moi, j'ai l'exemple, là, je vais faire ma première cure sur 3 jours de Shirodara. C'est une personne qui a des gros problèmes d'insomnie. Mais également quelqu'un de dépressif. Donc voilà, du coup, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment adapté ou pas, ou ceci, cela. Mais c'est vrai qu'au final, moi je vois, on a eu un super formateur, praticien en Ayurveda, Vincent Maréchal, il nous a toujours dit, il faut faire en fait au ressenti. C'est hyper important. Et encore une fois, je pense, il faut qu'on arrête, parce qu'en tant que praticien, au début, en fait, on a toujours ce problème de légitimité. C'est vrai, hein. Et alors qu'en fait, il faut arrêter de sortir du mental et de faire vraiment avec le ressenti qu'on a avec la personne. Et on le voit en plus, je veux dire, on a les résultats dès le premier soin. Mais après, c'est vrai qu'on n'est pas maître de, comme vous avez expliqué, nous, on n'est pas avec eux chez eux. Donc, ce qu'ils font, comment ils mangent, ceci, cela, on peut leur donner des conseils. Mais voilà, après, c'est vrai que c'est eux leurs propres guérisseurs. Mais on est quand même dans une société où les gens pensent qu'ils vont venir nous voir et hop là, tout va changer comme ça. Alors que non. Oui, mais ça change, ça change, ça change. Moi, j'avais une patiente à qui j'avais eu le triste privilège de diagnostiquer un cancer et qui me dit, docteur Bodin, je ferai tout ce que vous voulez sans discuter. Et moi, je lui ai répondu, c'est justement déjà le problème, sans discuter. Parce que justement, il faut discuter, il faut comprendre, il faut réfléchir. Est-ce qu'on fait tel chimio plutôt que tel autre, etc. Il faut discuter, il faut comprendre. Alors après, on peut y aller tranquillement. C'est que les patients, on va être amené généralement à les revoir quand ils ont des pathologies. Eh bien, on n'est pas obligé de, comme je disais tout à l'heure, semer les petites graines. On peut amener les éléments les uns après les autres. C'est-à-dire pour arriver à leur faire, on va leur donner les conseils cerveau gauche, ok, au départ, avec l'alimentation, avec l'hygiène de vie, etc. Ok, on connaît bien tout ça, etc. Et puis après ça, progressivement, on va les amener à comprendre, à voir la maladie autrement, à voir les problèmes autrement, etc. Il ne faut pas tout vouloir donner le premier jour. Et c'est vrai que, surtout dans les soins énergétiques, on travaille essentiellement sur le cerveau droit, en fait, hein, sur la clairvoyance, sur le ressenti, comme vous dites, l'intuition, etc. Et là,
j'ai appris à faire confiance, mais ça s'apprend aussi, ça prend du temps, parce qu'un petit peu comme tout à l'heure, on discutait sur, bon, qu'est-ce que je fais, est-ce que c'est vraiment moi qui fais, est-ce que, donc au fur et à mesure, l'intuition, d'un seul coup, j'avais un patient qui arrivait, et puis j'avais pas envie de lui faire un soin énergétique, j'avais envie de lui faire autre chose, mais j'avais pas envie. Alors au début, je me dis, mince, c'est pas sympa pour lui, etc. Et puis en fait, je me suis aperçu que le soin que j'allais lui prodiguer était beaucoup plus adapté pour lui que ce que j'aurais pu faire. Donc, il faut arriver à se faire lâcher aussi un petit peu donc, les deux cerveaux sont utiles, hein, ce qu'il faut bien comprendre dans les soins, c'est-à-dire c'est qu'il faut avoir, on suit notre intuition, notre ressenti, qui nous donne des infos, et puis après ça, la raison est là aussi pour avoir le sens critique. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est normal? Etc. Les deux doivent travailler de concert. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, mais il ne faut pas qu'il... Moi, je pense que dans le soin, j'aurais tendance à commencer par le soin cerveau droit et puis terminer un petit peu plus sur le cerveau gauche. Mais bon, après, il n'y a pas de règle par rapport à ça. Et puis, n'oubliez pas non plus, moi, j'ai travaillé toujours avec de la présence des guides, des aides, etc. Et ce qui me fait que j'étais jamais tout seul dans mon cabinet. Et avec des tests énergétiques et des radiesthésies, on peut faire avec, il y a plein de tests du balancier, il y a plein de choses qui peuvent permettre aussi d'avoir un certain nombre de réponses quand on se pose des doutes au départ. Est-ce que c'est bon pour lui de faire ceci ou faire cela? Donc mais c'est tout, ça se fait progressivement, tout comme le thérapeute a son chemin à faire progressivement de se faire confiance au départ, la légitimité, comme je voyais, nous ne sommes pas des charlatans, vous avez appris des techniques, vous avez appris des manières de soigner, vous avez eu l'expérience de vos professeurs en qui vous avez confiance, etc. Donc, just do it maintenant, just do it et faites, mais ce qu'il faut, c'est bien comprendre que ne croyez rien que vous n'ayez expérimenté vous-même. Ça, c'est très, très important. Là, même vos professeurs vous ont donné l'expérience, maintenant pratiquez, et c'est en les pratiquant et en voyant vous-même les résultats que vous allez pouvoir vraiment les légitimiser, parce qu'il faut d'abord légitimiser, comme on voyait tout de suite, déjà à vos propres yeux, avant de les légitimiser, donc c'est pour ça, c'est que ça se fait tranquillement, doucement, mais comme je vous le disais tout à l'heure, on n'est jamais prêt pour commencer. Hein. Soyez là, soyez rassurés là-dessus. C'est si vous me disiez, ah bah là, ça y est, je suis prêt, je peux y aller, etc., je me poserai des questions. Hein. Bon, bref. Est-ce que j'ai répondu à votre question à peu près? Ça va? Ah oui, c'est très bien. Merci beaucoup pour cet échange. Voilà, une autre petite question? Ou une grande? On a toujours le droit aux grandes aussi. Il y a quelqu'un qui a écrit sur le chat « Comment éliminer les énergies usagées ?» Elle propose le sel. Est-ce qu'il y a d'autres… Oui, non, c'est autre chose. Le sel, on peut mettre du gros sel dans un lieu de soins, gros sel gris raffiné. Hein, ça, c'est bien parce que ça va éliminer les mauvaises énergies qu'il peut y avoir dans le lieu de soins, c'est toujours intéressant. On parle aussi de la pierre de la labradorite, qui est intéressante aussi pour donner une certaine protection mais il y en a d'autres, hein, il y en a beaucoup d'autres, avec l'obsidienne céleste, etc. Mais pour les énergies usagées, là, ça nécessite une technique un peu plus particulière, c'est que les énergies usagées suivent un circuit donc qui va rassembler avec des canaux collecteurs secondaires qui vont se rassembler au niveau de la colonne vertébrale. C'est-à-dire que de chaque côté de la colonne vertébrale descend un canal collecteur principal qui va partir du crâne et qui va descendre jusqu'à la plante des pieds. Il y a un autre canal qui passe aussi vers les bras et les mains, mais nous, ça pourrait s'évacuer aussi par les mains, mais comme nous sommes des bipèdes, ça ne s'évacue pas par là. Donc très peu, si vous êtes dans le sable, dans la terre, en train de jardiner, ça peut le faire, mais très peu autrement ça se vide naturellement par les pieds au niveau de la voûte plantaire. Alors c'est vrai qu'il y a des techniques au niveau des soins qui permettent de lever les blocages qu'il peut y avoir dans cette évacuation des énergies usagées, qui est responsable de beaucoup de problèmes au niveau, qui peut être responsable de fatigue, de stress, d'angoisse, et voire même de favoriser certaines pathologies, parce que quand il y a un blocage, c'est évident que l'organe va se retrouver très chargé en énergie usagée, ce qui va entraîner un dysfonctionnement dans un premier temps et qui va non pas déclencher, mais qui peut favoriser
la survenue d'un trouble, d'une maladie. Voilà. Donc, je ne peux pas vous en dire plus parce que là, il faudrait que je décrive toute la technique et là, c'est un petit peu autre chose. C'est pas que c'est secret. Hein, voilà, si ça vous intéresse, vous l'avez dans mon bouquin sur le grand manuel de soins énergétiques et vous avez aussi dans ce manuel, vous avez tout mon protocole de protection. J'ai une petite question par rapport à ce que vous venez de dire. Est-ce que, par exemple, la survenue, de la oui. Alors, excusez-moi, j'ai une petite coupure de quelques secondes. Vous pouvez me répéter votre question, s'il vous plaît? Je ne l'avais pas posée encore. Ah, par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que, par exemple, alors, c'est posé comme ça, la question est large, hein, mais est-ce que de la dyshydrose sur les mains peut être en rapport avec les soins et justement une accumulation de mauvaise énergie? Il y a toujours, de toute façon, dans les problèmes. Mais vous me parlez là du malade, vous ne parlez pas du thérapeute. Hein. Non, je parle du thérapeute. Je parle d'un thérapeute, oui. Ah, pardon. Donc, thérapeute, que la dyshydrose pourrait être un symptôme de… Pourrait être une accumulation due à une accumulation de mauvaise énergie et du coup de blocage. Dans toute pathologie, il y a une accumulation de mauvaise énergie. Ça, c'est obligatoire. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Par exemple, en médecine en soins, on va commencer par éliminer d'ailleurs toutes ces mauvaises énergies locales pour avant de recharger en énergie. Les magnétiseurs, eux, vont donner de l'énergie, mais d'une manière puissante. Et donc, ils vont pousser les mauvaises énergies et amener de la bonne. Seulement, ils ne font que pousser les mauvaises énergies et donc, elles ne sont pas éliminées. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de magnétiseurs qui viennent d'un système soin parce que je leur dis, si on élimine vraiment bien tout ça avant de faire le magnétisme. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même si on n'est pas magnétiseur, on obtient le même résultat en un tout petit peu. Ça prendra peut-être 10 ou 15 ou 20 secondes de plus, mais on obtiendra le même résultat qu'un magnétiseur. Ce n'est pas un problème. D'accord, merci. Il y a toujours les dyshydroses, oui, après c'est parce qu'il y a toujours le côté médical, il y a le côté énergétique, il y a toujours un côté symbolique. Pourquoi les mains? Oui, c'est ça. Moi, je sais que j'en ai sur les pieds de la dyshydrose et je me demandais si justement ça venait pas de mon acné, de mon feu digestif qui était trop élevé parce que ça crée une inflammation justement, ça crée des cloques d'eau qui brûlent, qui chauffent, ou alors c'est moi qui élimine mal les énergies que les patients peuvent me transmettre. Alors que j'essaye justement de faire le métapana, de vraiment créer cette bulle d'amour avant de faire mes soins. Et c'est vrai que ouais, je ne sais pas si j'arrive à bien éliminer. Enfin, c'est ce que je me sens bien après avoir terminé un soin, je me sens comme avoir terminé une méditation, mais je n'arrive pas à savoir si j'élimine bien parce que j'ai plein de hydrose en fait sur les pieds et sur les paumes des mains. C'est depuis que tu pratiques? Depuis la fin de ma grossesse. Alors, quand je pratique, je sens que j'en ai plus. Mais voilà, je me pose des questions. Est-ce que c'est moi, mon système digestif, qui crée trop de feu, ou alors c'est vraiment une mauvaise élimination? Alors après, il faut une diagnostic, je pense, mais… Oui, parce qu'on ne peut pas dire, mais je dirais qu'un des premiers trucs que je tenterais personnellement, c'est vrai, ce serait de travailler sur l'élimination de ces énergies usagées. Parce que, mais vous savez bien aussi qu'il y a, comme je disais, il y avait des problèmes symboliques, les mains au niveau des soins, etc. Quand vous faites un soin, je pense que vous voulez y mettre vous y mettez une charge émotionnelle importante et ça peut aussi favoriser les transpirations. Il y a la notion de transpiration, parce qu'en fin de compte, c'est une transpiration qui ne sort pas, en fait, hein, qui est un feu intérieur qui ne sort pas à l'extérieur. J'ai les mains qui brûlent beaucoup, j'ai les mains qui chauffent énormément, elles sont bouillantes. Donc, est-ce que c'est pas trop de feu et du coup, ça crée ces cloques-là? C'est du feu qui ne sort pas. C'est du feu qui ne sort pas assez. Et moi, je vois ça aussi, ça peut être la chaleur, ou je vois ça aussi avec des fourmillements, surtout au niveau des mains. Pour les personnes qui commencent à faire vraiment des soins, des massages, etc., souvent, ça se traduit par ce genre de chaleur ou de fourmillement dans les mains. C'est un petit peu comme si les mémoires s'éveillaient dans les mains, les mémoires de soins.
Voilà, ce qui n'explique pas les pieds, vous me direz, hein, parce que je pense que vous ne faites pas les massages avec les pieds. Mais vous n'avez pas été en Thaïlande, mais bon. Il y en a en Ayurveda, hein, des massages avec les pieds. Il y a des massages des On n'a pieds pas encore appris. avec les pieds. Je n'ai pas encore appris. Parce que, bon, après, mais moi, je verrais surtout au niveau des pieds, si ça commençait au niveau des pieds, et souvent, ça s'accompagne aussi de jambes lourdes, fatiguées, etc. Donc, ça de travailler aussi sur l'évacuation de ces énergies usagées, mais comme je vous dis, je ne peux pas vous… Oui, bah oui. Donc, peut-être déjà aller voir un magnétiseur, c'est pas mal. Ça peut aider. Oui. Voilà, une autre question? Est-ce que ça peut être le même problème pour les tendinites, les articulations, enfin tous les problèmes des personnes qui doivent masser assez régulièrement? Alors, vous parlez toujours des thérapeutes ou des patients, là? Des thérapeutes, les personnes qui massent. Ah bah bien, oui. Bah, c'est-à-dire, c'est que il y a toujours le phénomène ostéopathique qui est là, côté physique, qui est important, parce qu'en fait, ça va dépendre de la… Parce que j'ai fait beaucoup d'ostéo, de myothérapie, etc. Donc, ça va dépendre aussi du mouvement que vous faites, par rapport à ça, à la position des bras. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à regarder les mouvements qui font mal et essayer d'en trouver un autre, simplement avec la position des coudes, qui peut être ça, la position des mains, plus ou moins allongée, etc. Donc, simplement, on ne va pas faire travailler les mêmes groupes musculaires. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis après, ça peut aussi venir d'un problème ostéo-articulaire qui va retentir sur les mains ou sur le bras, etc. Les problèmes d'épaule, de coude, de main, de canal carpien, tout ça, ça vient des cervicales, par exemple. Voilà. Donc c'est pour ça, et toutes les activités qu'on fait vont redéclencher, vont faire que la chaîne fait. Mais pour répondre aussi d'un autre côté, c'est au point de vue donc il y a toujours la caution symbolique. Pourquoi la main? Pourquoi pas le coude? Pourquoi pas l'épaule? Donc ça, c'est aussi à réfléchir. Et puis après, sur le plan énergétique, il y a toujours un blocage énergétique qui se situe à un niveau, à ce niveau-là. Et ce blocage énergétique, donc, est à lever. Et on lève le blocage énergétique, on vide les énergies viciées. Et souvent, comme il y a un blocage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les énergies sont stagnes. Et comme elles stagnent, elles vont commencer par, entre guillemets, se densifier, voire se cristalliser. Et c'est pour ça que c'est pas toujours, il y a toujours des petites techniques pour sortir ces mauvaises énergies qui sont localisées pour recharger avec de la bonne énergie. La bonne énergie qui vont, des énergies nourricières qui vont aider à la récupération. Ok, merci. Mais dans toute pathologie, quelle qu'elle soit, il y a toujours un blocage énergétique. Toujours. Oui, ça part souvent aussi de l'émotionnel. La plupart, c'est émotionnel. Après ça, ça peut être aussi des séquelles. Mais après ça, il y a toujours une charge émotionnelle, mais ça peut être des séquelles. Par exemple, les personnes qui ont fait des hépatites virales, qui ont guéri et qui vont rester avec un foie fragile. Les personnes qui ont fait des grosses gastro-entérites et qui vont avoir un intestin irritable. Les personnes qui ont une fracture du tibia et qui va retentir sur le genou d'une manière chronique. Donc, ça peut, mais il y a toujours une symbolique derrière tout ça. Il y a toujours, même s'il n'y a pas de choc émotionnel, il y a toujours une symbolique. Bonjour. Le cancer du poumon, c'était lié à la tristesse. Enfin, il y a des maladies comme ça où c'est pas on dit qu'il y a un tristesse, lien des organes qui sont liés à des émotions. Ça sont les humeurs qui sont liées aux organes qui sont en excès ou en insuffisance. C'est-à-dire, par exemple, le foie, en insuffisance, ça va être la bonté, en excès, ça va être la colère. Mais ça, c'est une humeur. Ce n'est pas le choc émotionnel qui va déclencher le cancer classique, hein, parce qu'après ça, il ne faut pas vouloir mettre tout dans ce panier-là, parce qu'il y a aussi d'autres… Ça va dépendre de si c'est la bronche, si c'est l'alvéole, si c'est le mésenchyme, si c'est les artères, si c'est ça. Ça va dépendre aussi. Mais pour le choc émotionnel le plus classique pour le cancer du poumon, c'est la peur de mourir. Les personnes qui ont eu une peur de mourir, souvent brutale, violente, etc. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on retrouve très très souvent des métastases sur le poumon à des personnes qui ont le cancer. Parce que la première chose qu'on leur dit, vous avez un cancer, vous avez une tumeur. Donc, ils ont peur tout de suite, pronostic vital, peur de mourir. Et ça peut leur favoriser sur le plan symbolique, j'entends. On ne parle pas
du sens physique, ça peut favoriser le cancer sur les poumons. Après ça, il y a aussi, elles vont se retrouver dévalorisées parce qu'elles vont pas être capables de faire leurs activités habituelles, donc elles sont obligées de déléguer et ça peut les dévaloriser. Et si ça les dévalorise, ça se localise sur les os. Et puis elles peuvent avoir peur de manquer de nourriture à cause de l'alimentation, peur de manquer d'amour parce que ça peut provoquer des problèmes au niveau du foyer, peur de manquer d'argent parce qu'elles n'ont plus le travail, etc. Et donc peur de manquer, c'est le foie. Donc ça explique pourquoi les métastases, les premières métastases se localisent préférentiellement à ces endroits-là. Voilà. Moi, c'est toujours très, très intéressant cette symbolique. Pardon, la peur du manque, vous avez dit, c'est le foie? C'est le foie, tout à fait. Incroyable. Ah, mon père, il a le cancer du foie et alors on est mais vraiment dedans. Et c'est le manque dans tous les domaines, hein, dans tout, ça peut être tout ce qu'on veut. Et ça, c'est très important. Donc, c'est de leur faire comprendre qu'il y a cette peur du manque. Bon, c'est pas déjà, mais ça suffit pas, parce que de le savoir, c'est bien, mais qu'il faut arriver, c'est les aider à surmonter cette peur du manque, parce que c'est là le véritable intérêt, c'est de surmonter cette peur du manque, et c'est pour ça les soins énergétiques, en levant le blocage énergétique, on lève en même temps le choc émotionnel qui s'y rapporte. Et après ça, il y a des techniques, il y a plein d'autres techniques, il n'y a pas que les soins énergétiques pour lever des chocs émotionnels de cet acabit, mais la guérison passera entre autres par cette solution de la peur de manquer. C'est très, très important. Même si la personne, elle a, je veux dire, vécu la majorité de sa vie comme ça, avec cette peur du manque. C'est peut-être le moment de changer, parce que la maladie, en particulier le cancer, ça nous oblige à changer. Et si on ne change pas, moi j'étais très triste il y a quelque temps, j'avais lu un article dans mon journal médical qui me disait que 60 à 70% des personnes qui étaient guéries d'un cancer ou en rémission, comme on dit en médecine, eh bien, n'avaient rien changé de leur vie et reprenaient leur vie comme avant. Et là, je dis, c'est la cata. Là, c'est la cata. C'est une catastrophe parce que s'ils n'ont pas changé de mode de vie, de mode de pensée, etc., les mêmes causes redéclencheront toujours les mêmes effets. Et puis, on peut le voir, hein, quand il n'y a aucun changement, la maladie, elle prend vraiment le dessus hein, sur les corps. Voilà, elle prend le dessus ou elle revient sous une forme ou sous une autre. Et en fait, la maladie nous oblige à changer. On peut aller encore plus loin. Allez, allons-y. Allons-y. Eh bien, on peut aller plus loin. C'est la symbolique. La symbolique nous dit qu'il y a quelque chose à changer dans notre vie, d'accord, sur le plan psychologique, relationnel, émotionnel, etc. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on change, c'est pas pour rien non plus, c'est parce qu'en fin de compte, tout ça, ce problème-là, nous a éloignés de notre chemin de vie. Et donc, en solutionnant en suivant ce qu'est en train de nous dire la maladie, on est en train, c'est pas une punition, c'est simplement pour nous dire tu n'es pas sur ton chemin de vie. Souvent, là, la vie a apporté plein d'informations précédemment. Elle a apporté souvent des intuitions, des ressentis, des petites situations qu'on a tous négligées au fur et à mesure. Et à chaque fois, ça va être de plus en plus fort jusqu'au jour où ça commence à s'inscrire dans le corps par une petite douleur, par un petit machin. Et puis à la fin, si on ne comprend toujours pas, c'est par une maladie qui peut être grave pour vraiment nous obliger à changer. Mais ce n'est pas une punition dans le sens qu'ils sont en train d'essayer de nous remettre sur notre chemin de vie, qui est le chemin de notre bonheur. Donc et c'est pour ça que derrière tout cela, y compris la symbolique, y compris le sens de la symbolique, se cache tout simplement une souffrance au départ, une souffrance de l'âme, parce que nous ne sommes pas sur notre chemin de vie, et donc ça va entraîner, par exemple, les addictions et tout ça. C'est un effet secondaire sur le plan physique de ces souffrances de l'âme. Bien sûr, on dit la maladie vient parce qu'il y a des addictions, mauvaise alimentation, etc. Mais s'il y a ça, c'est parce que la personne essaie de compenser une souffrance, et la souffrance, c'est la souffrance de l'âme. La souffrance de l'âme, de l'être qui n'est pas sur sa route. Et regardez il y avait Dr Bach, il avait résumé ça, Dr Bach, celui qui fait les petites fleurs de Bach, et il avait résumé ça d'une manière extrêmement pertinente en disant que nous tombons malades parce que nous réalisons
dans notre vie quotidienne, notre vie courante, nous réalisons nous réalisons dans notre vie qui n'est pas en adéquation avec nos aspirations profondes, tout simplement. Donc notre être souffre parce que nous ne suivons pas nos aspirations, nous ne suivons pas ce que nous sommes venus faire sur cette terre, et donc à ce moment-là, tôt ou tard, ça va entraîner des blocages énergétiques, ça va entraîner un frein dans l'équilibre entre l'extérieur et l'extérieur, ça nous entraîne un mal-être, une souffrance. Regardez le nombre de personnes qui sont aujourd'hui dans la peur, dans l'insatisfaction, dans l'angoisse, etc. Parce que tout simplement, la vie actuelle nous mélange le plaisir et le bonheur. On peut avoir droit des plaisirs. Bien sûr, on est dans cette vie, on ne va pas cracher dessus, mais seulement il faut bien comprendre que ce n'est pas le bonheur et que le sens de réussir dans la vie n'est pas réussir sa vie. Et c'est tout à fait différent également. Et c'est pour ça que j'ai écrit un livre qui résume bien tout ça dans la médecine spirituelle. Donc c'est un gros pavé, il doit faire 300 pages et il doit y avoir 300 références médicales dedans pour appuyer et qui expliquent justement tous les aspects de la maladie et les traitements conventionnels, naturels, énergétiques, psychologiques, émotionnels et spirituels avec la souffrance de l'âme. Voilà. Pour moi, c'est l'essentiel, ça. Voilà. On parle de l'endométriose comme une maladie, en fait, si vous voulez, qui est inscrite au niveau périnatal, qui s'est inscrite au niveau avant de naître, en fait. Hein, c'est des souffrances que la mère souvent a vécues et que l'enfant finalement retranscrit plus tard, en fait, dans son corps. Enfin, moi, j'ai entendu pas mal. Mais vous savez, c'est que l'origine de nos chocs émotionnels peuvent venir, bien sûr, de cette vie. Elles peuvent venir déjà du jour de l'accouchement, qui peut être largement traumatisé, aussi bien pour la maman que pour le bébé. Elles peuvent venir de la vie intra-utérine, parce que le bébé vient vivre au travers de sa mère les événements. Ça peut venir de vie antérieure, et ça peut venir des lignées. Eh oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, en général, tous ces éléments-là sont liés. Parce que, suivez-moi bien, imaginez que dans une vie antérieure, il y a un problème que vous n'ayez pas résolu, un conflit que vous n'ayez pas résolu. Donc, à ce moment-là, vous allez peut-être vous réincarner avec le même programme pour le résoudre dans cette vie-là. C'est ce qu'on appelle le karma, mais là encore, le karma n'est pas une punition, comme on le dit, c'est simplement une revécu de situations antérieures qu'on n'avait pas résolues et qu'on revient simplement pour essayer de les résoudre. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire pour le résoudre? Eh bien, on va choisir la famille qui a les mêmes problèmes que nous. Et on va revivre dans cette vie les mêmes problèmes qu'on a vécus précédemment. Donc, c'est pour ça que les problèmes sont identiques et c'est jamais un hasard. Et c'est jamais un hasard, un peu comme les IVG. Vous savez, les IVG, c'est que sur le plan, moi j'en parlais souvent à ces femmes qui avaient fait des IVG et qui, moi je rentre absolument pas dans le jugement parce que c'est trop facile de juger quand on n'est pas dedans. Et là, je veux dire, mais il y a beaucoup de femmes qui souffraient encore d'avoir fait cette IVG quelques temps plus tard. Et puis je leur expliquais qu'en fait, cet être qui est venu s'incarner en elles, est venue s'incarner en elle parce qu'elle allait faire cette IVG, parce qu'elle allait faire l'IVG. J'ai bien dit, ça n'a pas été une surprise pour lui. Donc c'était en fin de compte, il est venu pour mourir. Et pourquoi il est venu pour mourir? C'est parce qu'en fin de compte, dans une vie antérieure, il avait été privé de sa mort. Privé de sa mort, comme on est privé de sa mort, c'est pas compliqué. Vous avez 18 ans, vous faites la fête avec les copains, vous prenez la voiture, le poteau, vous passez à travers le pare-brise, vous mourrez en 3 secondes, vous ne l'avez pas vu venir. À 18 ans, on ne pense pas à la mort. Et donc, il a été privé de sa mort. Les gens qui meurent dans un coma thérapeutique ou autre, etc., ou à la guerre, traumatisme, etc., attentats. Et donc, ils ont été privés de leur mort et ils ont besoin de revenir, se réincarner pour mourir. Et ce qui était intéressant, c'est que j'avais discuté de ça avec une femme qui était présidente d'une association de femmes qui avaient fait des IVG également, et qui était dans cette souffrance. Et ce qui était amusant, enfin c'est entre guillemets amusant, c'est qu'elle était arrivée aux mêmes conclusions que moi. Et toutes les personnes, toutes les femmes à qui qui étaient dans cette souffrance, à qui j'ai expliqué ça, il n'y en a aucune qui m'a dit « Oui, docteur Bodin, vos élucubrations, Non, elles ont tout de suite senti que ça touchait quelque chose. Alors, il y a toujours une souffrance chez elles, c'était clair.
Il y a toujours une souffrance, mais d'un autre côté, elles comprennent aussi que cet acte n'a pas été nocif, a été une utilité pour l'être qui s'était incarné en eux. Et les morts infantiles par mort de maladie, par exemple, c'est souvent karmique. Hein. Les enfants qui naissent avec des malformations, des choses comme ça, c'est qu'ils arrivent avec avec un programme, des choses à solutionner, et la malformation est là justement pour les aider à vivre et à solutionner. Ce n'est pas évident pour nous hein, de voir ça de l'extérieur, hein, ça je le comprends bien, et ce n'est pas pour ça qu'il ne faut rien faire. Il faut tout faire au contraire pour les aider, pour essayer de. C'est une évidence. Mais voilà, après ça peut être aussi des chocs émotionnels qu'il peut y avoir eu pendant la grossesse, à l'accouchement ou dans les jeunes enfants hein, aussi, hein, parce qu'il y a de la maltraitance aussi chez les nouveau-nés, des chocs émotionnels qui sont là aussi, qui peuvent être importants. Eh oui, donc quand on s'inscrit dans un tableau général, et c'est pour ça qu'il faut le plus possible essayer de regarder des choses. Vous voyez, moi je suis parti de la médecine conventionnelle, après ça je suis arrivé avec la médecine, des médecines naturelles, la notion du terrain, la notion de tout ça, la notion de l'énergie, après ça les chocs émotionnels, et puis après ça les chocs émotionnels, se cache derrière tout ça la véritable raison de notre vie sur cette terre, notre chemin de vie. Ce n'est pas une mission. Moi, j'appelle ça la mission est trompeuse parce que la mission, c'est comme si on était là pour faire le plus grand thérapeute, le plus grand qui allait changer le monde, etc. Non, 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 non. Là, c'est l'ego qui parle. Et donc là, on est là pour faire. Comme disait Lao Tzu sur le bonheur n'est pas au bout du chemin, le bonheur, c'est le chemin. La mission, c'est pas au bout du chemin, le chemin, c'est la mission. La mission, c'est tout, le chemin, c'est toutes les épreuves que nous traversons et qui nous font grandir. Et donc, c'est ça, on est venu, c'est à travers de toutes ces expériences que nous apprenons et que nous évoluons. C'est ça ce que nous sommes venus faire. Nous ne sommes pas venus pour sauver le monde. Mais si on peut le faire, tant mieux. Je ne suis pas contre, on en a bien besoin, mais il faut bien. Vous savez, moi je dis souvent, une femme ou un homme qui est au foyer et qui va s'occuper de son enfant ou de ses 2 enfants, il va faire un travail remarquable. Et il peut faire aussi une évolution spirituelle bien plus importante que si vous êtes un homme ou une femme politique. Hein. Vous allez être sujet à des tentations importantes sur tous les plans. Donc, l'important, c'est de travailler. La première chose qu'on a à faire, c'est de vivre l'amour. Et puis, la première chose, c'est de travailler sur notre évolution personnelle. Il ne faut pas l'oublier. Et après, une fois qu'on a bien développé cette assise, là, on peut véritablement aider les autres. Vous savez, c'est un peu comme dans les avions, on dit toujours, s'il y a des incidents, le masque à oxygène va tomber et on vous dit, mettez le masque à oxygène sur votre bouche avant d'aider les autres. Et c'est très juste. Mettez le masque à oxygène. Hop. Je pense que j'ai un petit bug, mais ça va revenir. Voilà, il est revenu. Voilà, donc, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, j'aurais une question du coup sur les lignées, parce que des fois, on est dans des schémas répétitifs où on ne comprend pas vraiment la source. On peut l'intellectualiser, mais pas la ressentir vraiment, en fait. Et je me demandais, mais comment faire, en fait, pour vraiment aller à la racine et un peu déterrer ce schéma pour dire, bon, bah, là, c'est bon, j'ai vraiment compris dans le cœur et dans la tête. Je ne vais pas répéter le schéma parce que souvent... Moi, en tout cas, de mon opinion, des fois, je répète des choses, je me dis « Ah, mais c'est ça, je le sais. » Mais finalement, dans le cœur, je ne le comprends pas, en fait. Et du coup, bah, je le répète. Même en essayant des thérapies énergétiques, ce genre de choses, des libérations émotionnelles, bah, j'y suis encore, quoi. Et du coup, je me dis « Mais comment faire et quels sont les outils qui sont présents pour pouvoir faire ça ?» C'est qu'il faut savoir qu'il y a aussi des thérapeutes hein, qui sont là pour nous aider, parce que c'est vrai que pour nous-mêmes, on n'est pas toujours... Voilà, on a souvent besoin du regard d'un autre ou d'une autre personne qui va nous aider un petit peu à aller au fond des choses. C'est la première chose. Après ça, de travailler déjà, de le comprendre dans sa tête, c'est déjà un premier plan. Il faut déjà commencer à le comprendre avant de finir par l'intégrer. Et quand ça vient des lignées, ça veut dire aussi on a le même problème en nous. Donc aussi, on peut travailler sur nous pour la lignée. Oui, tout à fait.
Hein. Oui, oui. Le voir comme ça, c'est peut-être, oui. Ben oui, parce que quand on a un problème qui est, par exemple, karmique, de lignée sur nous, on peut le travailler sur les vies antérieures, on peut le travailler sur la lignée, et puis on peut le travailler aussi par rapport à nous. Mais c'est les trois manières de pouvoir travailler, et les trois vont apporter aussi la solution. Et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup Ho'oponopono, c'est que Ho'oponopono nouveau, on a, comme le Ho'oponopono classique d'ailleurs, on n'a pas besoin de connaître la mémoire erronée pour la transmuter. C'est vraiment quelque chose d'assez fantastique par rapport à ça, parce que nous ne le savons pas, mais notre inconscient le sait très bien. Ok, go for it alors pour Ho'oponopono. Et je vous conseille le Ho'oponopono nouveau, non pas parce que je l'ai mis en place, quoique, mais le truc, c'est que ça permet d'aller plus vite et plus en profondeur, parce que dans le Ho'oponopono classique, il y avait des dérives qui affaiblissaient l'action de Ho'oponopono, à mon sens. Ok, très bien. En tout cas, merci pour cet échange, super riche et très intéressant. Eh ben, je suis content, et moi je suis très content aussi de l'avoir partagé avec vous, parce que je trouve que c'est très 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 important que les anciens, oui, parce que j'ai les cheveux gris et tout ça, et que les anciens vous transmettent un petit peu leurs expériences, parce que la vérité est en vous, elle est en chacun de nous, et ce que je vous ai expliqué là, vous l'aviez déjà en vous, mais puis vous aider un petit peu par cette expérience à avancer plus vite que nous avons pu faire. Vous allez pouvoir avancer d'une manière géniale. Géniale. C'est la base, hein, l'échange entre le maître et les disciples. Non, je suis maître 88. Je ne suis ni. Quand j'étais ado, j'étais anarchiste, hein, ni Dieu ni maître. J'ai rencontré Dieu. Maintenant, il n'a pas de nom. Pour moi, c'est le divin. C'est plus dans la spiritualité que la religion. Mais j'ai toujours pas de maître. Les maîtres, ça me fait toujours pousser de l'urticaire. Donc, c'est comme ça. Non, mais pas le maître au sens, comment dire, hiérarchique. Oui, plus le maître de la pensée, de par tout le vécu que vous avez à nous partager. J'ai bien compris, mais je fais toujours attention à mon ego. Et le livre dont vous nous avez parlé, est-ce que c'est bien Réussir à guérir? C'est celui-là? Non. Non, la mission, c'est médecine spirituelle, c'est ça? C'est le titre du livre. Oui, le pavé de 300 pages. Voilà, avec 300. Médecine spirituelle? C'est le titre du bouquin. D'accord, merci beaucoup. Donc là, vous avez, il y a beaucoup de choses, beaucoup de réflexions, autant sur la médecine conventionnelle, les médecines naturelles, psychologiques, énergétiques, etc. Et puis après ça, je vous montre un petit peu le cheminement depuis la souffrance de l'âme jusqu'à la maladie, en fait. Parce qu'il faut prendre les choses dans ce sens-là. Et c'est vrai que nous, on a tendance à le prendre toujours à rebours, parce qu'on part de la maladie en rebours. Mais l'origine, c'est de la souffrance de l'âme vers la maladie. C'est la souffrance de l'âme qui, et d'ailleurs, il y avait même les anciens qui le disaient déjà, il y a Socrate, et il est désagréable ce mec-là, hein, si vous le rencontrez, hein, il disait déjà à son époque qu'il fallait, qu'on ne pouvait pas soigner le corps sans soigner l'âme. Luc Baudin, pour terminer, est-ce que vous pourriez nous dire deux mots sur la vidéo des énergies en fait, du 21 décembre 2021? Est-ce que vous vous rappelez? Oui, c'était les énergies terrestres. Oui, c'est pas. Oui, c'était le 21 décembre était un épiphénomène, ça. C'était une poussée, il y a eu une poussée, on ne savait pas trop ce que ça allait donner, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis les années 90, on va dire surtout, il y a une montée très progressive des énergies au niveau terrestre. Alors, on va reprendre aussi le problème à l'endroit, parce que là, il y a aussi beaucoup de mélanges qu'on fait. C'est que le primum movens, c'est que les énergies sont les énergies de l'univers qui s'élèvent. Voilà. Parce que l'évolution de la vie, ce n'est pas une évolution en cercle avec un éternel recommencement, c'est des évolutions en spirale. On est bien d'accord. Les spirales qu'on retrouve dans l'ADN, c'est des spirales qu'on retrouve dans les énergies scalaires, etc. Les énergies du vivant. Et donc, c'est là, l'univers est en train de monter
une nouvelle spire, c'est le mouvement naturel de l'univers, vers de plus en plus un niveau de conscience. Ces énergies arrivent sur la Terre depuis très doucement, depuis des années 90, mais ça s'est ouvert très brutalement au mois de juillet. Je suis toujours perdu dans les dates, ça va être mois de juillet 2021. Bon, on est en 2022, oui, je dois peut-être à peu près ça, parce que je suis perdu dans le temps. Hein. M'en voulez pas si je me perds un peu. Donc, ça a monté très brutalement. Et pour vous dire, c'est qu'on est été à 6500 unités bovies autrefois, il y a en 80, et là, on est pratiquement dans les dernières valeurs. Tenez-vous bien, on est à 1 400 000. Donc, ces énergies arrivent de l'univers, et les faits, elles agissent sur la Terre et elles agissent sur tous les êtres humains. Sur la Terre, il n'y a pas de blocage. Donc, la Terre monte son niveau vibratoire d'une manière considérable. C'est le niveau vibratoire de la Terre que je viens de vous indiquer. Mais ça agit également sur tous les êtres humains, sur les animaux, sur tout le monde végétal, etc. Et ça a tendance à nous pousser vers davantage de conscience, une élévation de conscience. Et c'est pour ça que les nouveaux chakras sont arrivés, c'est pour ça qu'il y a des nouveaux talents qui sont arrivés, c'est pour ça qu'il y a des nouveaux enfants qui sont arrivés, les enfants arc-en-ciel, les enfants cristal, les hyperactifs, les hauts potentiels, etc. C'est pas un hasard qu'ils sont là, c'est grâce à ces nouvelles énergies qui sont là et qui nous poussent vers de plus en plus de conscience, sauf que au niveau individuel, alors que la Terre, elle n'a pas de frein, elle suit, mais elle essaie de faire, il y a des phénomènes de purification qui se font et qui peuvent provoquer des cataclysmes locaux, des inondations, des incendies, etc. Ça, c'est des phénomènes de purification par rapport à cette Terre. Et nous, en tant qu'individus, il y a beaucoup de personnes qui font des freins déjà personnels parce qu'ils n'ont pas envie, ils veulent rester dans ce qu'ils ont, et ça, c'est leur choix. Il n'y a pas de critique du tout à ça, ils veulent rester tels qu'ils sont et qui sont très bien comme ça, c'est pas un problème. Après ça, il y a d'autres qui profitent de cette élévation parce que c'est une élévation de conscience, si on suit, qui est très intéressante et qui nous permet une évolution qui nous aurait permis certainement plusieurs vies auparavant. Donc c'est pour ça aussi qu'on est si nombreux sur cette terre, il y a beaucoup de personnes qui veulent. Et puis, comme vous le savez, il y a les événements internationaux, je ne ferai pas de dessin, qui aussi freinent et qui nous plombent. Et donc, toute la matérialité nous plombe d'un côté, et d'un autre côté, on est aspiré à suivre le mouvement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce mouvement, il se fera inéluctablement au niveau de l'univers. Au mieux, enfin au pire, plus exactement, on peut freiner au niveau de l'humanité. Mais ça viendra aussi un jour ou l'autre, mais c'est retardé pour mieux sauter. Voilà. Donc c'est une évolution qui est magnifique qui se passe actuellement et c'est vraiment à côté de tous ces événements très anxiogènes qu'on peut avoir avec la pandémie, avec l'Ukraine, avec les pénuries qui nous arrivent, etc. Donc, les risques atomiques et tout ça, à côté de tous ces éléments, on a et à cause de ça, je dirais, grâce à ça, c'est que ça monte terriblement. Et plus ça monte d'un côté, plus ça descend de l'autre. Et c'est à chacun de placer, de dire, de décider où est-ce qu'il veut se placer. C'est un choix personnel, il n'y a pas de problème. Il y a que, vous savez, on a tous fait dans le passé des choix, on en a fait des bons, tant mieux, puis on en a fait des mauvais, bon, bah, c'est pas grave, on revient dans une vie ultérieure et puis on recommence. C'est pas grave, game over, on recommence. Rien n'est grave, rien n'est grave. Tout ça, ce ne sont que des expériences. Mais on a une belle opportunité qui nous est offerte là, à nous de la choisir et enfin, je vous conseille de la choisir, mais après ça, chacun est libre. Merci Luc Baudin, merci beaucoup. Toujours un vrai plaisir de vous écouter. Hein. C'était passionnant. Ben, j'espère que ça vous a convenu, plu. Eh bien, écoutez, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Il y a aller voir mon site, luc-baudin.com, aller sur ma chaîne YouTube aussi. Et là, tous les jeudis soirs, par exemple, j'organise gratuitement un soin énergétique intemporel pour tout le monde. Donc, c'est un soin qu'on peut faire en direct, qu'on peut faire aussi en différé.
Je dois en avoir déjà fait une bonne quarantaine. Et donc, vous sentez aussi les effets réalisés au niveau des soins. Le dimanche soir, j'organise aussi un groupe de prière pour aider un peu cette planète. Je ne fais pas de prosélytisme, tout le monde est le bienvenu, il n'y a pas de choses comme ça. Voilà, donc ce qui est important, j'essaye de donner un peu de lumière et d'espoir dans ce monde qui en a tellement besoin. Et vous en avez plein de lumière et d'espoir, je le vois à travers vos beaux sourires et vos énergies. Ça me fait très plaisir de voir ça. Très plaisir de voir ça. Je sais que vous allez... Merci beaucoup. Namasté. Namasté. Ah ben là, tu me rappelles mon voyage au Tibet, toi. Namasté, tachidere, tachidere, tachidere. En tout cas, toute l'équipe Lila se joint à moi pour